Apparemment, on est parti pour avoir un personnage un peu important qui meurt tous les épisodes à partir de maintenant, semble-t-il. Ouais, avant de commencer, j'aimerais faire quelques petits rectificatifs par rapport au nom de personnages. Il y en a que j'ai enfin retenu dans cet épisode et d'autres que sur lesquels je m'étais trompé avant. Sachez que je suis pris dans cette série, je regarde un épisode par jour, j'enregistre vraiment la vidéo juste après, donc j'ai une assez bonne avance par rapport à l'ordre de publication. Et, et ouais, donc j'ai pas forcément lu tous vos commentaires au moment où j'enregistre cette vidéo. Et sachez que je m'excuse d'avoir loupé certains noms, et je vais essayer de me corriger un petit peu plus là-dedans, parce que je m'étais planté à 2-3 reprises, notamment sur la femme d'Eddard, qui s'appelle pas Catherine, comme j'ai dit plusieurs fois, mais Kathleen, avec un L et pas un R. J'étais trompé là-dessus, je m'excuse, même si on la voit pas du tout cet épisode, mais voilà, on dit tout le temps Kat au lieu de Kathleen dans la série. Donc j'ai cru entendre Catherine une fois, et je me suis dit, ok, ils disent Kat tout le temps, c'est diminutif de Catherine forcément, et non c'est Kathleen. Mes excuses par rapport à ça. Autre chose, je me suis planté sur un truc, et je pense que c'est la série qui m'a un peu induit en erreur, par rapport à Mormont. Alors j'avais dit que le mec qui conseille Daenerys s'appelait Mormont, en fait non, parce que j'ai compris, Mormont c'est un des dirigeants du mur, et le mec s'appelle en fait Jorah. Et je sais pas quoi, c'était venu dans la conversation sur le fait, sur l'espionnage de Daenerys, et on faisait clairement allusion à ce type, vu qu'il reçoit des nouvelles du roi. Une grosse erreur de ma part, il s'appelle Jorah le gars, et Mormont c'est un des responsables au gradé du mur. Voilà, ensuite bon, j'ai appris quelques petits mots en plus. Je vais arrêter d'appeler l'écuyer, hein, il s'appelle Théon. Et apparemment il est parti pour être assez important dans son statut d'ex-seigneur déchu, donc on va essayer de retenir ce nom-là. Il y a aussi les deux frères du roi, un qui est son conseiller sur son plus jeune frère, son frère cadet, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Renly, qu'on a vu à quelques reprises. Je sens qu'il va avoir une importance lui aussi assez notable par la suite, et son grand frère qui s'appelle Stannis, qui est censé être juste devant lui dans la succession au trône, après les deux enfants illégitimes maintenant de Robert. Voilà, ça va être un peu important de retenir ça, vu que il y a plusieurs choses qui se mettent en place, et je pense que c'est bon, hein. C'est déjà pas mal de nouveaux noms que je retiens bien, de collections que je tiens à faire. Voilà, je me souviens de ces noms-là maintenant. Je vais essayer de m'en souvenir jusqu'au bout, hein, ça va être un petit peu mieux, déjà. Donc, bref, ça commence avec une scène autour de Jaime et de son père qui sont dans un camp et qui s'apprêtent un petit peu au conflit avec les Stark. Et en fin de compte, je sais pas si ça ira très loin. Enfin, je sens que ça ira quelque part, vu qu'il prévoit 30 000 hommes pour aller attaquer la citadelle de Lysa, la sœur de Catelyn, où serait enfermé Tyrion alors qu'il n'y est plus enfermé. Et honnêtement, à nouveau, je vois pas... Je vois pas l'intérêt de le faire sortir via un procédé aussi rapide et facile dans l'épisode précédent, si on part dans toute une histoire par rapport à sa capture. Et ouais, je comprends pas pourquoi vous avez fait en sorte qu'il s'échappe de lui-même aussi rapidement, aussi facilement. J'ai un peu de mal avec ça, je vous cache pas. Voilà. En plus, Tyrion, on le verra pas Catelyn. Je suis sûr que ça sera remis sur le tapis un peu plus tard, mais voilà, j'ai un peu de mal avec ça. C'est histoire de montrer, de bien mettre en avant qu'il y a vraiment un conflit qui se met de plus en plus en place autour des Lannister et des Stark. Et au passage, on aura aussi une scène où Eddard convoquera la reine. Bon, on dit toujours pas son nom, je suis désolé, je retiens toujours pas son nom puisque c'est la reine. On dit jamais son prénom à cette femme, alors excusez-moi, je ne le retiens pas comme ça. J'ai pas à aller rechercher sur Wikipédia exprès juste pour me faire chier avec ça. Donc, il la prévient. Il est un petit peu trop fair-play, je trouve, Eddard. Mais voilà, il la prévient qu'il est au courant par rapport au fait que ses enfants ne sont pas du tout de Robert. Et il a même conscience qu'ils sont de Jaime. Je sais pas pourquoi il s'est dit forcément que c'était son frère jumeau. Nous, on le sait parce qu'on les a vus copuler ensemble. Mais il a tout compris. Il a même compris que son fils a vu...
forcément ces deux-là ensemble, et c'est pour ça qu'on a essayé de l'assassiner. Ok. Donc en gros, tous les complots qu'on a vus, etc., c'était seulement la famille Lannister, spécifiquement Jaime et la reine, qui ont fait tout ça. Voilà, j'espère peut-être quelque chose d'un petit peu moins direct et facile, mais voilà, c'est ça. Alors, un truc intéressant, c'est par rapport à Tyrion, comment il va prendre ça, parce qu'on sent clairement, en tout cas, ça donne clairement l'impression qu'il n'était pas au courant de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera au courant de ces saletés de manigance? Je ne sais pas trop, ça peut promettre un truc intéressant, ça. N'empêche, oui, il la prévient. Maintenant, je sais que vous êtes là et maintenant, vous feriez mieux de vous barrer parce que je veux pas avoir votre sang sur les mains au cas où quand Robert apprendra ce que vous avez fait. Et c'est là qu'on a le gros timing qui plombe un petit peu l'épisode, je trouve. Vraiment, c'est dommage parce que j'apprécie ce qu'ils veulent faire après coup, mais punaise, c'est amené super facilement une fois de plus. C'est comme le sauvetage de Tyrion dans l'épisode précédent. C'est-à-dire que Robert revient de sa partie de chasse et il a été blessé mortellement par un sanglier. Il n'y avait rien qui préparait à ça, c'est juste tombé pile poil au mauvais moment. Juste après que Keddard a découvert pour les fils illégitimes de la reine, nés de l'inceste, etc. Juste à ce moment-là, sans que ça n'ait de lien direct. Alors bien entendu, on essaye de mettre en avant que ça a été un petit peu fomenté, ça aussi, par les Lannister, puisque à nouveau, il a un écuyer Lannister qui n'hésitait pas à insister sur le vin, et je suis sûr que ça joue un petit peu. Et il prévoyait qu'il se tue un petit peu lui-même, le roi, mais ouais, quoi, quand même, comme par hasard, ça tombe là, je trouve que c'est facile. Et ça gâche un petit peu le truc, parce que c'est du timing de facilité scénaristique, ça, pour bien faire progresser les choses comme on le veut, et empêcher la résolution un peu plus facile pour nos héros, parce que techniquement, les Stark sont plus les gentils, et les Lannister sont plus les méchants, sauf si on compte Tyrion, qui est un cas un peu à part, donc... voilà, je sais pas, je trouve le timing un peu grossier, tout simplement. Enfin bref, il est mortellement blessé, il va pas tarder à crever, il est sur son lit de mort, et c'est là qu'il décide de demander à Eddard de lui faire une lettre, de faire une lettre où il apposera sa signature et son sceau, comme ça ce sera les mots du roi, comme quoi il assurera la régence le temps que son fils Geoffrey remplace sur le trône. Un truc que j'ai apprécié dans le détail, c'est que il a remplacé dans la lettre, lorsqu'il lui a dicté mon fils Geoffrey, et il a dit mon héritier légitime. Pour bien dire, ouais, oui, c'est ton fils Geoffrey, hein, si tu y crois, mais en fait non. C'est cette façon de lui cacher la vérité sans lui mentir que j'ai apprécié dans le petit détail des choses. J'ai bien aimé ça. Mais ouais, ça va se jouer sur ça en fait, sur Eddard qui prévoira un petit peu la suite de la mort du roi Robert par rapport à la future régence, etc., qui devrait gouverner après, parce que pour lui, les Lannister n'ont plus ce droit-là. Il a ce côté assez noble par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant ça. C'est juste que ça aurait pu être mieux amené. Voilà, c'est ça le truc. Le point de départ est pas super. Non, enfin bref, on aura pas mal de petits moments intéressants, notamment avec Renly qui voudra faire une petite alliance avec lui de façon à pouvoir détrôner un petit peu Geoffrey et compagnie et être placé au trône devant son grand frère. Parce que ouais, il considère que oui, c'est un guerrier, un soldat, mais pas vraiment quelqu'un de fait pour gouverner. Il a un peu cette audace de se croire au-dessus des autres, supérieur. En autre partie, sans doute parce que son amoureux Loras lui a dit. D'ailleurs, on verra après, lorsque Eddard lui aura refusé ça et qu'il envisagera Stannis comme futur héritier du trône, son grand frère, donc, il se barrera avec son amoureux et quelques dizaines de soldats, en disant ok, si ça veut pas de moi, je vais pas rester là. Même si je pense qu'il a dû voir aussi le conflit avec les Lannister, il s'est dit je vais pas essayer de m'immiscer là-dedans, je vais me garder pour plus tard. Et on aura surtout, de façon très intéressante, toute une histoire autour de Baelish. Il y aura déjà
une scène au départ où on le montre un peu entraîner ses nouvelles recrues prostituées. Ouhouhou, dont celle qu'on a vue dans l'épisode précédent, il y a 2 épisodes de ça, qui était en lien avec Théon. Donc ouais, je m'attendais pas à ce que cette femme-là soit mise autant en avant dans la série. Et apparemment, ça va être la prostituée la plus connue du coin. Et pendant qu'il les entraînera à bien simuler le sexe à avoir avec les clients, c'est un détail, mais voilà, il faut que ce soit là. À nouveau, je commence de plus en plus à voir ces petits moments gratuits où je me dis, est-ce que on n'aurait pas pu faire autrement? Parce que ça fait un tout petit peu gore, sexe, racoleur à 2-3 moments. Et ça commence à s'accumuler de plus en plus. Et ouais, au début c'est cool parce que ça montre un peu la violence du moment, le côté très cru, mais quand c'est cru pour être cru, à un moment donné je me dis, oui, ça commence à perdre un petit peu en force, quoi. Bah, j'espère que on ira de plus en plus mollo au fur des saisons sur ces détails-là. Ou alors, il faut que ça ait vraie importance. Parce que le fait qu'il entraîne ces nouvelles prostituées à simuler, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt scénaristiquement parlant. Mais voilà, c'est là pour bien exciter le spectateur, je pense. Pendant qu'il raconte un petit peu sa vie, comme quoi, oui, il était super amoureux de Kathleen, il est toujours super amoureux de Kathleen, et il veut la reprendre, seulement il prévoit de jouer selon ses règles, et pas selon les règles chevaleresques qu'il a prévues. C'était histoire de faire une petite intro qui justifiera ce qui se passera par la suite, parce que, juste après que Eddard aura envoyé une missive à Stannis, il ira le voir, et lui et Baelish auront une conversation par rapport au fait qu'il y aura toute la garde du guet qui représente donc le gros de la garde, le gros des soldats dans le coin, et qu'il faut se mettre dans la poche pour lutter contre les Lannister. En dépit du fait que Baelish considère qu'il serait peut-être mieux d'être un peu pacifique, de faire la paix avec eux, de faire une espèce d'alliance avec eux en dépit des conflits qu'ils ont, parce que sinon ce serait compliqué, mais il n'en démord pas, et Eddard il veut son aide pour avoir le guet dans sa poche. Et ben ça lui reviendra en pleine gueule, parce que oui, il lui fait peut-être un peu trop confiance, et à la fin, lorsqu'il viendra confronter les Lannister, c'est-à-dire la reine et son fils Geoffrey, qui a remis sa gueule de petit connard arrogant, hein, ça faisait longtemps, ils se retrouvent sur le trône et se disent, ouais, maintenant c'est nous qui gouvernons, vous devez vous mettre à genoux devant nous, et vont pas en démordre malgré le fait que Eddard leur présente la missive, la lettre que Robert lui a fait signer. Et, et se diront non, on veut quand même le pouvoir, je déchire la lettre comme ça, il n'y a pas de problème, de toute façon tous les gardes sont avec nous. Et lorsque Eddard essaye de faire jouer à ses faveurs, de faire respecter les derniers vœux de Robert, et ben il se fait bien avoir dans l'os puisque le guet se retourne contre lui, de même que Baelish. Voilà, ça se termine là, c'est une évolution intéressante du conflit où les méchants, entre petits guillemets, gagnent sur le coup. Et là, c'est très intéressant. Alors, je suis impatient de voir comment Eddard va arriver à sortir un peu de là, va arriver à peut-être renverser un peu la situation. Je trouve à nouveau dommage que ça repose sur du timing forcé, mais en dehors de ça, le jeu de pouvoir était assez prenant à suivre. J'ai bien apprécié ça. Donc voilà, il y a ça qui se passe. En parallèle, on va avoir des petites histoires autour de Jon Snow et de Daenerys. Alors Daenerys tout de suite, puisque c'est un petit peu en lien avec l'histoire principale autour d'Eddard et des Lannister, vu que, comme ça a été dit avant, on prévoit de la faire assassiner, la tête. Et ce, en dépit du fait que dans son lit de mort, le roi Robert se dit non, c'est bon, t'avais raison, on épargne la fille, et ben c'est trop tard, les ordres ont déjà été donnés. Et c'est ironique par rapport à ça, parce que ça revient exactement sur ce que je prévoyais. Il va y avoir le fait que Khal Drogo n'envisageait pas une seule seconde de conquérir le trône de fer, ça l'intéressait pas du tout. En dépit du fait que Daenerys avait l'air plutôt pour, apparemment elle est assez avide de pouvoir elle-même. C'est pas quelqu'un de particulièrement pacifique en fin de compte. Et à cause de ce qui va se passer, à cause
de la tentative d'assassinat sur sa personne, et ben Khal Drogo va se dire « Ok, bande de connards, vous avez voulu assassiner mon fils et ma femme, on va voguer vers les 7 couronnes, le royaume des 7 couronnes, tout dévaster, et ma bien-aimée aura son trône de fer, de même que mon fils. » Voilà, hein, ça je l'avais prévu. Hein. La tentative d'empoisonnement sera déjouée par Jorah, hein, dont j'ai parlé, c'est pas Mormont, qui apparemment, oui, il s'est lié d'affection pour Daenerys. À nouveau, je trouve pas que ce soit montré de façon particulièrement frappante, mais apparemment, il en pense pour elle. Je pense que ça représentera un petit peu un problème, cette espèce de liaison qu'on peut pas avoir parce qu'elle est mariée au roi des barbares. Il est mis au courant du fait que que Daenerys va être assassinée, et en son cœur il ne peut pas accepter ça, et donc il empêche l'empoisonnement sans se faire identifier. Je sais pas, le mec qui a essayé de l'empoisonner, Daenerys, il était pas au courant qu'il était et qu'il était censé être un espion du roi, semble-t-il. Ok, donc, je sais pas, moi j'aurais bien vu le mec dire « Ok, je vais crever dans d'atroces souffrances » parce que oui, on le fout à poil, tiré par un cheval, forcé de suivre la garde. Oui, il va clairement crever dans d'atroces souffrances. Là, vu comme c'est parti, à sa place, je me dirais « Oui, quitte à crever dans d'atroces souffrances, autant balancer le gars. » Donc apparemment, il savait pas, voilà. Enfin bon, c'était très prévisible, c'était à peu de choses près ce que j'avais envisagé. Hein, je voyais très bien venir comme ça, donc pas de grande surprise, mais c'est bien mis en scène et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, en plus de ça, on aura une petite histoire autour de Jon Snow. On revient enfin sur Jon Snow, ça fait 2 épisodes qu'on l'avait pas vu quand même. Avant ça, il y a un petit passage que j'ai trouvé intéressant autour de Theon, donc l'écuyer, l'écuyer des Stark, Theon, qui est toujours un petit peu vénère de pas avoir son titre, d'être aussi bas classé, et il essaye de voir un petit peu d'eau la prisonnière qu'ils ont faite dans l'épisode précédent. Alors là aussi, je me suis trompé. S'il se barrait vers le sud, c'était pas par rapport au conflit imminent entre les Stark et les Lannister qui se préparaient, mais par rapport à ce qui a été montré dès le premier épisode, c'est-à-dire ces espèces de créatures un peu particulières dans l'ombre, au pouvoir assez louche et qui font froid dans le dos. Ils ont conscience de ça, ces bandits, et c'est pour ça qu'ils sont attaqués en chemin à quelqu'un de la royauté pour avoir de quoi sustenter en se dirigeant vers le sud à fond, parce que du côté du nord c'est pas c'est vraiment pas joie. Il y a cette espèce de mal qui ronge, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent les autres, les White Walkers. Ça revient là-dessus, ça refait un peu le parallèle là-dessus. C'était intéressant de voir ça. On montre une fois de plus la personnalité de Theon dans cette scène. C'est une bonne conversation où elle se montre un peu plus maligne que lui en lui faisant bien savoir que il n'est pas aussi haut gradé qu'il le souhaitait. J'appréciais ça. Et j'ai limite si on n'essaye pas de créer une espèce de duo ou peut-être de couple en devenir entre ces deux-là, je sais pas trop. J'en sais rien. Peut-être que cette femme rejouera un rôle par la suite un peu plus important. Pareil, peut-être que la prostituée qui est présente depuis 3 épisodes qu'on voit depuis quelques temps, elle jouera un rôle un petit peu important par la suite. Je m'attendais pas à ce que ce soit le cas, mais étant donné qu'on la voit 3 épisodes de suite, peut-être, hein. Donc, ouais, cela dit, ça revient un petit peu sur la menace qui vient du nord, du côté du mur, et c'est sur ça qu'on revient, avec d'une part un cheval qui revient seul, sans son cavalier, c'est le cheval de l'oncle de Jon Snow, c'est-à-dire, je pense, le frère d'Eddard, logiquement. Voilà, donc on avait vu à quelques reprises, il a disparu, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est très certainement lié aux autres. Et ouais, il y a ce côté un petit peu suspect qui se met en place, et tandis que l'entraînement de cette garde du mur est fini, et qu'ils vont enfin se voir assigner leur rôle. Il y a Sam, donc le Sam de notre Jon Snow qui est attitré en tant qu'intendant. Donc il chargera des choses derrière les lignes, et il y a Jon qui s'apprête, qui s'attend à devenir un patrouilleur pour la gloire, etc. Et non, il va être lui aussi nommé à l'intendance.
Ce sera pas un patrouilleur, et il le vit un peu mal, mais heureusement Sam est là pour lui remonter le moral en lui disant que il est assigné comme plus ou moins écuyer de Mormont, c'est-à-dire un grand dirigeant qui prévoira peut-être de lui faire connaître un peu le métier de dirigeant et peut-être il voudra faire de lui un grand seigneur, etc. Il essaye de le consoler par rapport à ça. On montre ce côté un petit peu plus sage de Sam, c'est bien de le voir un peu évoluer, mieux comprendre les choses et aussi alléger un petit peu l'ambiance. C'est vrai qu'il a un côté très Sam, ça me fait pas mal penser à ça, quoi. Il y a ce côté un peu duo amical entre eux, très sympathique. Il y a même un... Il y a même un autre gars qui s'appelle Pipe, pour bien faire penser au Seigneur des Anneaux en fait. D'ailleurs le Pipe en question, le mec qui s'appelle Pipe, comme Pipin dans le Seigneur des Anneaux, il raconte qu'il a été obligé de chanter pour des seigneurs. Comme Pipin l'a fait dans le Retour du Roi. Si c'est pas une référence, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils ont clairement conscience du parallèle là. C'est évident. Ça peut pas en être autrement. Hein. C'est évident. Quoi qu'il en soit, cette partie-là se termine alors que Jon accepte davantage le rôle qu'on lui a attribué grâce à ce que lui a dit Sam. Et qui, avant de partir vers ses attributions, décide de prier les anciens dieux dans une espèce d'arbre qui leur correspond. Il y a une forme un peu particulière, c'est un peu effrayant. Et alors qu'il fait ça avec son nouvel ami Sam, qui a renié un petit peu sa maison maintenant. Ouais, sa maison qui ne prie pas les anciens dieux, mais il se dit merde, de toute façon, ma maison, ils m'ont abandonné comme une merde, qu'est-ce que j'en ai à foutre de prier hors Dieu, merde. Et donc... Ils prient ensemble, ils sont prêts à devenir de nouvelles personnes de la garde en tant qu'intendant. Et c'est à ce moment-là que le loup de Jon Snow, hein, il a toujours son loup avec lui, hein, qu'il appelle Fantôme, Ghost en anglais, parce qu'il est blanc. Voilà, et lui il s'appelle Jon Snow, le blanc c'est son thème. Jon Snow, je me demande bien pourquoi il n'a pas les cheveux plus clairs, pourquoi il porte pas du blanc en fait ce type, mais bref. C'est vraiment son gimmick, le blanc, qui revient des bois avec une main. Voilà, et c'est un petit peu le cliffhanger du truc, à qui appartient cette main. Est-ce que ce serait pas la main de l'oncle de Jon Snow, dont on a parlé au début de l'épisode? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ouais, ça se termine là. C'était très sympa, je trouve qu'on a bien fait évoluer l'histoire de Jon Snow par rapport à ça, l'histoire de Daenerys, c'était un peu, j'avais prévu ça, je m'attendais clairement à ce que ça se passe comme ça, mais c'était bien mis en scène. Le conflit entre les Stark et les Lannister était assez prenant à suivre, en dépit d'un timing grossier, c'est ça qui plombe un petit peu l'épisode, le gros timing grossier qui fait un peu, qui fait très écriture facile malheureusement, mais en dehors de ça c'était un épisode bien prenant comme il faut et qui me hype une fois de plus pour la suite. A bientôt pour l'épisode 8, au revoir.